Bonsoir, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est ensemble pour 1 heure jusqu'à 21 h. Si vous nous regardez pour la première diffusion en ce mercredi soir, soyez les bienvenus sur Watch. Vous connaissez le hashtag iWeekTV. On attend vos messages, vos réactions, vos questions. Ça va être vite vu, c'est Guillaume et moi. Salut Guillaume. Eh ben, il n'en a plus qu'un seul qui a survécu, qui a résisté à la grippe, aux anniversaires, Qu'est-ce qui s'est passé? à tout. Mais je sais pas en plus. Voilà, je suis super résistant, faut croire. Donc bon, salut à tous et à toutes. Salut à tous, salut à toi aussi Guillaume, merci d'être là. C'est vrai que c'est un peu l'hécatombe, un mois de décembre, entre les anniversaires, les courses de Noël, les repas chez la belle-mère, etc. Ce soir, c'était le néant, quasiment le néant, donc je suis très heureux que tu sois là. D'autant que ce soir, Guillaume, on a un invité très spécial, puisque Stéphane Richard, le PDG d'Orange, nous a accordé une longue interview ce midi, juste après le show Hello, vous savez, le show annuel que Stéphane Richard présente et qui donne un aperçu des innovations à venir d'Orange pour la nouvelle année qui va commencer. Eh bien, on va retrouver Stéphane Richard dans quelques instants sur Watch. Je voudrais d'abord vous emmener un peu dans la coulisse, mais c'était une coulisse officielle, puisque ça a été le vrai début de ce show Hello ce matin. Alors, vous allez tout de suite comprendre à qui Stéphane Richard fait référence. On est dans les coulisses de cette salle près de la Grande Arche de la Défense. Stéphane Richard n'est pas encore sur scène, mais il est en train de s'en approcher. Et voilà comment ça a commencé ce matin. Stéphane. Valérie, sur nos box actuelles, on reçoit OCS, Netflix, Canal, en Dolby Atmos et en UHD, c'est bien ça? Bien sûr Stéphane, et depuis longtemps. On n'a pas besoin de nouvelles box pour ça. Ah non, pas du tout. Merci Valérie. Bonjour Émeric. Bonjour Stéphane. Ça va? Super. Émeric, quand on a un client qui veut un disque dur d'1 Tera et une barre de son, on sait lui fournir? Bah oui, s'il veut un disque dur, si ça lui est utile. Et puis la barre de son, c'est Cabas. Et en plus, c'est Dolby Atmos. C'est ça, donc s'il veut ces équipements, il peut les avoir, mais il n'est pas obligé de les prendre. C'est ça, s'il les veut, il les a. S'il les veut pas, il les a pas. Ok, merci Émeric. Tu vois le message? Ça taille, ça taille. Bonjour Sylvaine. Bonjour Stéphane. Ça va? Ça va. Tout est prêt? C'est bon, tout est prêt. Bon, l'offre maison connectée, elle est bien gratuite et accessible sur toutes nos box. Exactement, comme on avait dit. Super. À tout à l'heure. Voilà, ambiance, c'est comme ça que ça a démarré. J'ai trouvé ça assez malin, ambiance. Comme voilà, on était limite en off, mais c'était quand même dans le flux, et on a tous vu cette scène dans la salle, hein, ça n'avait rien d'interne, c'était bien un message pour l'extérieur. Voilà comment Stéphane Richard a tout de suite, on va dire, déminé 3 des points de la de la semaine dernière. Comment tu trouves le style, enfin cette petite intro? Bon, c'est pas des acteurs en face, mais c'est vrai que c'est malin de se dire tiens, on va aller tout de suite taper sans le dire, sur ce qui a été annoncé la semaine dernière par Xavier Niel. Bon voilà, c'est plutôt malin, voilà, en disant nous ce que vous avez annoncé la semaine dernière, on sait déjà le faire, et puis en plus il n'y a pas besoin de tout rajouter, c'est pas tout obligatoire, voilà. Donc c'était plutôt futé, oui. Alors après, sur Netflix, il faut quand même préciser que Netflix n'est pas inclus dans les abonnements Orange. Oui, il n'est pas inclus dans l'offre. Alors que après, chez Free, il y a le forfait de base qui est inclus. Oui, donc, mais qui a un forfait SD, donc forcément c'est très limitant. C'est déjà 8 € de moins à payer, je veux dire. Voilà. Oui, je suis d'accord. Oui, accessible, mais pas inclus. Voilà. Tout à fait. Bon, je crois qu'on va rentrer dans le gros du sujet tout de suite, hein, puisque cette interview de Stéphane Richard, c'était donc ce midi près de la Grande Arche de la Défense. On va y retourner tout de suite. Et on va se retrouver dans un petit quart d'heure. Faites chauffer vos questions, vos réactions avec le hashtag iWeekTV. Vous êtes très nombreux déjà au rendez-vous.
Je vous salue. Salut à Astov qui nous dit « Le bonheur réside dans la simplicité ». Oui, c'est tellement vrai. Eric Alliot, bonsoir à tous sur iWeek TV. Salut Eric, merci d'être au rendez-vous. Marc Monticelli qui nous dit « Des pommes, des oranges ». C'est plus une émission technophile, mais culinaire. Salut à la mini-équipe iWeek TV du jour. Bonsoir tout le monde, nous dit Joël. Jérôme Derda Motus est là lui aussi. Walter, The Dude Bowling, salut la team iWeek, bon vent, vous m'avez encore fait dépenser de l'argent, j'ai craqué pour la Delta. Ah, et pourtant on en a eu des questions de Walter la semaine dernière sur la Delta. Je pensais que Walter allait prendre une box FIB tout simple avec un Apple TV. De mémoire, c'est ce que j'avais entendu, mais on a dû le faire changer d'avis. Et puis Frédéric Cavaillé est là aussi, il nous dit super chaud Hello Orange avec la maison connectée, Jingo, Alexa, mais aussi la 5G. On va reparler de tous ces sujets-là. François Le Truedic aussi n'est pas très loin, même s'il n'est pas avec nous ce soir. Bref, tous les fidèles d'iWeek sont là, et les autres aussi. Vous êtes peut-être avec nous devant votre box ou devant votre Apple TV ou devant une de nos apps. Soyez les bienvenus. On va se retrouver dans un petit quart d'heure pour débriefer cette interview de Stéphane Richard. Donc c'était ce midi près de la Grande Arche de la Défense. Le show Hello était terminé depuis une petite heure à peu près. Et voilà ce qui s'est passé il y a quelques heures. Et nous sommes donc ici à la Défense avec Stéphane Richard, PDG d'Orange. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes sur Watch, la chaîne de l'innovation. Et justement, l'innovation, c'est la raison d'être de ce show annuel, le show Hello. Est-ce que c'est pas trop difficile, trop ambitieux d'en faire un tous les ans? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai que c'est ambitieux, c'est beaucoup de travail, mais ça a beaucoup de vertus. Ça a déjà une première vertu pour toutes les équipes qui travaillent sur ces sujets d'innovation parce qu'ils savent qu'ils ont un rendez-vous. Et ça donne un objectif. Ouais, c'est ça. Ça leur donne un objectif, peut-être une petite pression. Voilà, petite pression. Mais c'est vrai, il y a plein de sujets qui finissent par se débloquer dans les semaines avant parce qu'on sait qu'il y a ce rendez-vous. Je pense que ça a une grande vertu d'image aussi en interne parce que ça valorise beaucoup nos salariés qui le méritent chez Orange. Tous nos salariés d'ailleurs, hein, quel que soit leur métier. Je pense que c'est important pour l'image d'Orange aussi. Puis vous savez, finalement, les grandes entreprises américaines le font. Bon, il y a la keynote d'Apple, il y a la keynote de Microsoft, il y a la keynote de Google, etc. Et pas les autres opérateurs. Vous êtes le seul à faire ça de manière annuelle. Oui, c'est vrai. C'est un choix que j'ai fait. Peut-être que... vous l'avez regretté une fois de temps en temps ou pas? D'abord, moi, j'ai tendance à penser que on a peut-être, pardon, je ne veux pas être méprisant en disant ça, mais on a peut-être plus de choses à dire que les autres parce qu'on n'est pas comparable, on est un groupe mondial, on a des responsabilités aussi qui ne sont pas les mêmes. On est l'opérateur. Vous avez commencé par ça d'ailleurs aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai, je crois que c'est très important. Surtout à l'époque actuelle, avec les Gilets jaunes, avec ce mouvement qui a pris de l'ampleur en France. Oui. À la fois en interne et en externe, c'est un message important dès le début de votre oui, c'est un message important et j'ai pas fait ça parce qu'il y a les Gilets jaunes. Ouais. Vous savez, cette conférence, elle se prépare des mois avant. Et donc, on avait décidé au printemps 2018 de l'axer sur ce thème de l'inclusion, de la réduction de la fracture numérique et de l'accessibilité des services et de la sécurité. Donc, il se trouve qu'on a été un peu rejoint par l'actualité, mais oui, je pense que c'est très important. Et quand je dis qu'on a peut-être d'autres choses à dire aussi, c'est que on a eu une séquence européenne ce matin avec le couple franco-allemand qu'on a essayé de mettre à l'honneur. Avec votre confrère de Deutsche Telekom. Avec mon confrère et ami de Deutsche Telekom. Je pense que c'est un beau sujet, européen aussi. Et bon, c'est vrai que... de deux grands opérateurs, quelque part, pour s'élever face à la puissance des GAFA. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Oui, enfin c'est une collaboration européenne. Sinon pour s'élever, en tout cas pour exister déjà. Pour proposer une alternative. On en est là? Ah bah on en est là, oui. Vous savez, dans le cloud, citez-moi un acteur européen, on va dire qui soit de taille à peu près repérable. Hein, je dis même pas comparable, mais repérable par rapport aux grands acteurs
OVH est minuscule pardon, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je vous en donne un. Mais ils sont minuscules par rapport à AWS ou à Microsoft ou à d'autres, où je ne parle même pas des Chinois. Donc, dans la plupart des domaines de l'Internet, les Européens n'existent pas. Sur les 20 premières plateformes Internet du monde, il n'y en a pas une seule européenne, vous le savez bien. Pas une seule. Donc, oui, bien sûr, on a besoin d'exister. Donc, il faut exister notamment sur l'intelligence artificielle, qui est un des gros enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. Quel est pour vous, dans tout ce que vous nous avez montré il y a quelques minutes, le point le plus important? Qu'est-ce qui va potentiellement changer notre vie à assez court terme? Est-ce que c'est la 5G? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est la domotique sur laquelle vous misez aussi beaucoup? Comment vous voyez l'avenir? Je crois que c'est un mix de nouveaux réseaux, 5G et d'intelligence artificielle. La domotique, c'est une application possible. Hein. Mais pour répondre très simplement à votre question, moi, à mon avis, ce qui est le plus important, c'est surtout de faire des services utiles. Sécurisés et utiles. Et accessibles. C'est-à-dire que tout ce qui sera réservé à une petite élite, parce que ce sera trop cher ou parce que les gens ne comprendront pas l'intérêt, ça n'aura pas d'intérêt. Tout ce qui sera pas sécurisé et donc susceptible de créer des points de fragilité dans l'accès à l'intimité, tout ça, ça posera aussi des problèmes. Et puis c'est l'utilité. Est-ce que je vais me servir de ces équipements? Et je vais m'en servir si les services qu'ils me proposent sont utiles. Nous, notre speaker que j'ai présenté ce matin, l'enceinte connecté à notre, qui est une des portes d'entrée à l'intelligence artificielle. Pas la seule, mais une. Il va avoir une utilité à la maison. Vous allez pouvoir... allez, prenons un cas tout simple. Vous allez pouvoir passer un appel. C'est bête, hein, en mode main libre, chez vous. Vous êtes dans la cuisine, vous avez les mains prises parce que vous êtes en train de faire une mousse au chocolat. Vous voulez appeler votre fils parce que vous ne savez pas où il est. Et ben vous allez demander à votre speaker à la voix, tiens, appelle-moi François, mon fils, et vous allez l'avoir. Donc c'est tout bête, on est les seuls à proposer ça. Un équipement qui permette de fonctionner en mode main libre. J'ai envie de dire, c'est quand même la base. Oui, c'est la base, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Vous voyez, donc on est les premiers à proposer ça. Avant de baisser ses stores ou d'allumer la lumière, on a envie de passer un coup de fil ou de répondre. Bien sûr. Après, il y a la domotique, qu'il y a des gens que ça intéressera. Tout dépend aussi de la simplicité d'usage, de l'accessibilité des systèmes. L'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens que ça intéresse. Il y a la sécurité, télésurveillance. On va développer une nouvelle offre de télésurveillance. Donc maison connectée, maison sécurisée. Deux offres pour la maison. L'une est incluse, l'autre sera en option, si j'ai bien compris. Exactement. Et puis il y a ce partenariat avec Amazon. Alors vous citiez AWS, mais AWS c'est aussi Amazon. Donc on peut à la fois être concurrent ou un peu en opposition et en même temps travailler ensemble. Pourquoi vous avez fait ce choix d'Amazon, Alexa, plutôt que de Google, plutôt que d'Apple? Est-ce qu'il y a une raison objective? Oui, bien sûr. On n'a pas pris cette décision comme ça. On a travaillé pendant des mois. Bon, il y avait une alternative de base qui était effectivement Amazon ou Google. Ce qui d'ailleurs, au passage, Apple, non, montre que Apple n'est pas du tout ouvert à ce type de partenariat. N'a d'ailleurs pas du tout les mêmes possibilités de services. Apple. Vous n'avez même pas essayé? Mais parce que ça ne correspond pas au cahier des charges. Apple n'est pas un partenaire possible de ce qu'on appelle la long tail. D'ailleurs, ils font c'est-à-dire la connexion au service, la connexion au service de base d'Internet, les requêtes, le e-commerce, etc. D'ailleurs, le HomePod d'Apple utilise un partenaire pour faire sa long tail. C'est pas du service d'Apple. Donc, si vous voulez, il n'y en a pas 36 000 possibles, il y en a que deux. C'est Google ou Amazon. Google ou Amazon pour vous. Voilà. Et en fait, ce qui nous a fait, avec les Allemands, dont le choix était quand même important aussi, évidemment, puisque c'est à deux. Vous avez fait le choix à deux. Vous avez fait opter pour Amazon. Avec Deutsche Telekom. Le fait que Amazon s'est montré ouvert à l'idée d'une réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Alexa, Amazon, n'est pas un sous-traitant pas que un sous-traitant d'Orange. C'est un partenaire. Ce qui veut dire que à partir de nos équipements respectifs, Jingo et Alexa, on pourra accéder au service des deux, en réveillant ces speakers par le mot de passe de chacun de nous deux. Y compris sur une enceinte Y compris sur une enceinte Amazon. Ça prendra un peu de temps, parce qu'il y a un développement qui sera un peu long. Mais on s'est mis d'accord sur ce principe. C'est quoi l'horizon? Ça dépend de la roadmap d'Amazon, que je ne maîtrise pas. Enfin, vous savez, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus.
Un an? Ils n'ont pas voulu s'engager sur des délais, je respecte ça. Okay. Mais par contre, ils se sont engagés et je crois tout à fait dans cette parole. Donc, ce qui était important pour nous, c'est ça, c'est le principe de réciprocité. Parce qu'en fait, quand ça sera fait, ça nous donnera un effet d'échelle immédiat, considérable. Parce que tous les gens qui ont un speaker Amazon pourront accéder aussi, en disant OK Jingo, à nos services Orange. La question du débit, alors elle est importante en ville, mais elle est aussi très importante à la campagne. Il y a encore beaucoup de zones blanches. Vous, comme Free, qui en a fait un de ses points la semaine dernière, vous voulez vous appuyer sur la 4G en complément d'un accès filaire fixe pour avoir le meilleur débit possible. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau de ce côté-là? On propose une solution qui a le mérite de la simplicité, de l'efficacité et surtout qui est très abordable et qui ne nécessite pas un nouvel équipement. Mais ça existait déjà chez vous? Oui, bien sûr. On a 400 000 routeurs 4G qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent à la grande satisfaction de leurs utilisateurs. Donc, vous savez, il n'est pas toujours nécessaire d'inventer la poudre. Quand on a quelque chose qui marche, et c'est le cas de notre 4G fixe à nous, on peut essayer d'en faire plus. Ouais. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça ce matin? Parce que... C'est la question que je me posais en fait. Parce que j'ai fait aussi écho, si je puis dire, à une annonce qui a été faite la semaine dernière par nos concurrents bien-aimés de Free sur cette idée de box hybride. Et nous, notre réponse à la box hybride, c'est le routeur 4G. Ouais. Parce qu'en réalité, quand vous avez un très mauvais ADSL, additionner quelque chose qui ne représente pas grand-chose avec du mobile, ça n'a pas grand intérêt par rapport au fait d'accéder directement sur le réseau mobile. J'ajouterais, sans vouloir être sarcastique, que le réseau mobile de 4G d'Orange, il est quand même en moyenne plutôt meilleur en termes de débit et de qualité de service. Donc je pense qu'il sera plus utile pour les gens qui veulent prendre cette solution en attendant la fibre que n'importe quoi d'autre. La 5G, on en a tous envie. Concrètement, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à l'utiliser? Concrètement. Pour quelques milliers de personnes dès l'année prochaine, puisqu'on va, je l'ai annoncé ce matin, ouvrir 17 villes en Europe, mais 4 en France, avec un service 5G. Ce sera quand dans l'année? Ça sera... Vous savez, attendez, pour se servir de la 5G, qu'est-ce qu'il faut, Il faut certes un réseau, il faut une autorisation pour utiliser des fréquences que nous n'avons pas aujourd'hui, et puis il faut des terminaux. Les terminaux, ils sont prêts. Il n'y a pas de terminaux. Ils sont prêts, oui, mais ils sont prêts. Ah, ils sont prêts, ils ne sont pas sur le marché. Non. C'est un peu l'œuf et la poule. Et oui, mais c'est comme pour la 4G, on peut déployer un réseau si vous n'avez pas les terminaux. On pose la même question aux fabricants, ils vont nous dire on attend que Orange lance sa 5G. Oui, mais là, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, en tout cas, si on parle d'une utilisation massive sur le mass market, il faut qu'on ait l'utilisation des fréquences, ça c'est deuxième semestre 2019, d'après le calendrier qui a été annoncé par l'ARCEP. Et puis ensuite, il faut déployer le réseau et des terminaux. Donc, on peut raisonnablement penser que... J'ai cité les 4 villes, c'est Paris, Lille, en même temps, Marseille et Nantes. Ça va s'étaler dans l'année 2019, mais ça c'est expérimental. D'accord. Expérimental, mais ça sera de la 5G. Voilà, donc pour le grand public, disons que 2020 me paraît une bonne échéance de temps. Dernier point, on s'intéresse beaucoup à l'univers Apple, notamment sur Watch. La eSIM des nouveaux iPhones, est-ce que c'est une chance pour un opérateur ou est-ce que c'est une menace? Ça aurait pu être une menace. On a fait en sorte que ça n'en soit pas une et que ça soit plutôt une chance, peut-être pas pour l'opérateur, mais en tout cas pour l'utilisateur, sans perdre la relation qu'il a avec son opérateur. Le risque, c'était ça pour vous au Oui, départ? c'est ça pour nous, mais c'est peut-être ça aussi pour le client, vous savez. Parce que malheureusement, une relation, c'est quelque chose qui est fait entre deux agents, d'accord? C'est pas unilatéral. C'est pas la volonté de capturer, de retenir. Bon. Donc nos clients, ils ont besoin d'avoir une relation aussi avec nous. Regardez le nombre de nos clients qui viennent dans nos boutiques. Et pas uniquement pour se plaindre. Donc voilà, cette relation-là... On attend un peu trop longtemps parfois dans vos boutiques. Voilà, vous voyez, on y travaille. Victime de votre succès. Mais donc cette relation, elle est forte, elle est importante. Et il fallait absolument la maintenir. Et pour pouvoir maintenir cette relation, on avait besoin d'encadrer l'eSIM. On n'a jamais été contre le principe de l'eSIM. Mais si l'eSIM était une arme pour couper cette relation et pour empêcher les opérateurs de maintenir la relation dont ils ont besoin et les utilisateurs aussi avec les opérateurs, là ça nous posait un problème. Vous savez qu'il y a eu... Vous vous y êtes opposé au début? Il y a eu une négociation, il y a eu un travail de co-construction qui a été fait d'une manière, je dois dire,
très honnête et constructif par Apple. Hein, il y a eu un travail entre Apple et la GSMA, qui est donc l'association mondiale des opérateurs, qui a débouché sur un standard technique de l'eSIM. Et c'est cette eSIM-là qui est dans les téléphones Apple maintenant. Donc dans ces conditions-là, nous, on n'a pas de problème avec l'eSIM. Merci beaucoup Stéphane Richard d'avoir été sur Watch aujourd'hui. Bonne deuxième présentation. Et puisque vous allez voir Emmanuel Macron cet après-midi, votre journée est décidément bien chargée, quel est le message que vous allez lui faire passer ? Je vais lui faire passer le message que Orange est attentif, est à l'écoute, a des valeurs qui lui commandent d'être présent à un moment où il faut que le pays se retrouve, se rassemble et surtout prête davantage attention aux situations de misère, de pauvreté, de difficultés que rencontrent trop de Français. Voilà. Et donc on est disponible pour ça, pour nos salariés d'abord, pour ceux qui gagnent le moins. Et j'ai annoncé le versement d'une prime d'ici la fin de l'année. Ce qui n'est pas. J'ai annoncé une prime de 1 000 € pour tous nos salariés qui gagnent en gros 2 000 € par mois ou moins, et de 500 € pour ceux qui sont entre 2 000 et 2 500. Ça concerne 20 000 personnes en tout. Hein. Donc ça c'est ce qu'on fait pour nos salariés les plus modestes, disons aux revenus les plus modestes. Pas forcément les plus modestes en termes de ce qu'ils font, mais en tout cas qui ont les revenus les plus modestes. Et au-delà de ça, il y a peut-être d'autres champs qu'il faut qu'on explore. Quels sont les produits, les facilités particulières qu'on peut accorder aux personnes qui sont en situation difficile, et on va regarder tout ça. Disponibilité donc et écoute. Merci beaucoup Stéphane Richard et à bientôt sur Watch, la chaîne de l'innovation. Merci. Voilà, c'était donc ce midi près de la Défense. Merci à Stéphane Richard, merci aux équipes d'Orange qui ont rendu possible cette interview. Merci à Xavier Couture et à Christophe Pelletier d'Avas de nous avoir aidés à réaliser cette interview. Tu es notre premier lecteur, Guillaume, pendant que vous nous envoyez vos réactions sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ce quart d'heure passé avec Stéphane Richard ? Rien, ça m'est passé comme ça. non, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'on est encore une fois une manche charnière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas jugé bon cette année de changer de box ou de partir sur un combat de ce côté-là. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le côté, ce qui est intéressant aussi, c'est sa discussion sur l'eSIM à la fin. C'est une question intéressante puisqu'effectivement, les iPhones, maintenant, peuvent utiliser 2 SIM, dont une virtuelle. Et le combat de l'eSIM, il y a quelques années, tous les opérateurs étaient en rencontre. Et c'est un point sur lequel Apple, encore une fois, a poussé un petit peu ses armes petit à petit. En fait, ils ont commencé à y aller avec la SIM virtuelle, enfin, avec une pseudo eSIM dans les iPads, puisqu'on pouvait choisir, par exemple, un opérateur parmi plusieurs directement sur l'iPad, et basculer d'une offre à une autre assez facilement. Et le fait, voilà, qu'on puisse, dans le futur, dire, bah voilà, j'ai une SIM virtuelle et le problème, c'est que la SIM, c'est la puissance de l'opérateur sur le téléphone, en fait. Et pendant des années, on avait les téléphones qui étaient verrouillés sur une SIM particulière, on ne pouvait pas changer d'opérateur. En fait, le monde a évolué, Apple a poussé un petit peu voilà, les opérateurs à changer. Free, quand ils sont arrivés aussi, ont énormément fait mal aux opérateurs de ce côté-là, en disant, nous, les gens veulent s'abonner, pas de problème, ils peuvent se barrer au bout d'un mois s'ils ont envie, il n'y a aucun souci, avec des offres très accessibles. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, voilà, du coup, on se rend compte quand même qu'Apple a eu quand même un impact significatif, je pense, sur ces décisions. Et puis, en fait, les opérateurs n'ont plus trop le choix puisqu'Apple a quand même une force qui est assez impressionnante, je pense, sur le marché aujourd'hui. Ouais. Donc, ils ont plus trop le choix, quoi. Ouais, effectivement. Alors, l'eSIM, effectivement, c'est un serpent de mer. Hein. C'est un sujet dont on parlait depuis plusieurs années. Hein. Donc, effectivement, Stéphane Richard l'a reconnu de manière assez claire, là. Au début, il y a eu une opposition de certains opérateurs, et notamment d'Orange, sur ce concept. Et puis, on va dire, la manière dont ça a été conduit, et dont ça a été négocié en fait, par Apple, de manière à obtenir un standard au niveau du GSMA, qui est effectivement le consortium mondial, fait que ça a fini par se faire, mais ça a été long. D'ailleurs, le sujet est sans doute pas clos, puisqu'on repart à nouveau sur des rumeurs de cartes SIM réellement virtuelles, hein, qui permettraient à Apple de court-circuiter les opérateurs. Hein. Et puis ça va arriver, puis en fait je pense que pour Apple et tous les constructeurs, mais même franchement pour tous les autres constructeurs de téléphones, la SIM c'est une plaie au niveau physique, parce que ça prend quand même une place qui a été réduite avec le temps. Moi je me souviens il y a 20 ans quand on avait une carte SIM, c'était une carte comme ça, vous savez, une grosse carte. Oui. On mettait l'arrière du téléphone sur les téléphones portables.
Ah, moi j'en suis un. Et après, donc, on a eu les SIM plus classiques, enfin, puis les mini-SIM, les micro-SIM et les nano-SIM maintenant. Et donc on a perdu de la place, mais il faut quand même de l'électronique pour gérer tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué. Et ça prend quand même un petit peu de place dans des téléphones qu'on veut toujours plus fins, plus pratiques, etc. Et le fait que les opérateurs, les constructeurs puissent à un moment se débarrasser complètement de la SIM, pourra être pour eux quand même un avantage non négligeable, ça c'est évident. Mais ça veut dire qu'il faudra que tous les opérateurs acceptent à un moment de jouer le jeu et de dire bah ok, on passe tous sur les SIM et basta quoi. Sachant que je pense que pour beaucoup d'opérateurs ça va être plus intéressant, même, enfin je sais pas, pour moi je pense que c'est pas forcément un désavantage de dire tiens allez on bascule sur quelque chose de totalement virtualisé et tant pis de toute façon les gens sont habitués aujourd'hui maintenant à passer d'un réseau à un autre, faut pas se leurrer je pense. Absolument. Alors, petit tour vers Twitter avec vos messages sur le hashtag iWeekTV. Stuff te fait remarquer qu'on t'a vu te restaurer à un moment, il paraît. Mais je ne l'ai pas caché, en fait j'ai mangé du chocolat noir, voilà. Voilà. Tout, ah ouais, c'est l'heure du dîner, il est 20h29. Si vous nous regardez en direct, on se mercredi soir. Ça vaut pas pour les rediffs, mais au moins ça vaut pour la première diffusion. Et effectivement, Stuff, on ne peut rien te cacher. Walter, plus mordant, nous dit Orange qui donne des conseils au président sur le... Alors... Ah non, pardon. Qui donne des conseils au président sur le bien-être des gens? C'est bien le même Orange qui a eu un taux de suicide inquiétant il y a quelques années. Alors c'est vrai que ça remonte il y a quelques années, effectivement, à une autre présidence aussi, parce que c'était Didier Lombard qui était président d'Orange à l'époque. On ne peut pas trop le mettre sur le dos de Stéphane Richard pour le coup. Et quant à la prime de 2 000 € dont il est question, Free a pris la même décision il y a quelques heures. Ça suit évidemment je vais pas y arriver. L'intervention de notre président. C'est ça, de notre président, d'Emmanuel Macron, qui a incité toutes les entreprises qu'ils peuvent à verser une prime de fin d'année à leurs salariés. Donc les opérateurs donnent l'exemple d'une certaine manière. Chez Free, ça concerne tous les salariés. Vu que c'est défiscalisé, vu que ça va être défiscalisé, forcément. Absolument. D'un seul coup, on voulait pas le faire, mais on paye un peu moins que prévu, donc ça va. Absolument. Donc Free va le faire pour tous ses salariés. Attend juste que la confirmation officielle de la défiscalisation de cette prime de 1 000 € qui va concerner, je crois, donc un peu plus de 6 000 salariés. Chez Orange, en revanche, il y a des conditions de ressources. C'est sous conditions de ressources. Donc, comme le disait Stéphane Richard, la prime s'applique à tous ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Une prime de 1 000 € et 500 € pour ceux qui gagnent entre 2 000 et 2 500 € par mois. Ça veut dire que les plus gros salaires de chez Orange ne toucheront pas de prime de fin d'année, ce qui n'est pas complètement anormal non plus. Vos messages sur Twitter avec le hashtag iWeekTV, je continue de les remonter. Justement à propos de cette prime, réaction je l'ai perdu de Jérôme d'Erdermotus, qui dit qu'effectivement c'est une belle prime chez Orange. Bah oui, c'est une belle prime. Bonjour aussi bonsoir à ceux qui nous ont rejoints un petit peu en retard. Sylvain Bartoli, que vous retrouverez d'ailleurs mardi prochain, 20h sur Watch, dans un numéro de Broadcast Time dédié à la calibration des écrans. Alors c'est un peu technique, mais c'est un sujet passionnant. Sylvain est venu il y a quelques jours ici, on a tourné l'émission, on a enregistré l'émission, il est venu avec tout son matériel, ses appareils, il nous a expliqué tout le processus et il nous a transmis sa passion de la calibration des écrans. Voilà, c'est mardi prochain à 20h sur Watch. Salut Sylvain, le retard est pardonné évidemment. Dude Régular nous dit « Salut à tous, je vous regarde régulièrement malgré mon absence de produits Apple à la maison. » C'est bizarre. Encore plus méritant. Et puis Joël qui découvrait les différents sujets qu'on a abordés avec Stéphane Richard pendant l'interview et qui nous dit les accords avec Deutsche Telekom, l'intelligence artificielle, la blockchain, plein de choses intéressantes. Et puis on salue iMedi qui attend sa Freebox Delta pour demain apparemment. Voilà, je vais juste rebondir. Les premières box arrivent. Je vais rebondir sur le message de Regular Dude. Ça me fait penser qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, je lisais Univers Mac et j'ai lu Univers Mac pendant 1 an, je pense, avant d'avoir mon premier Mac à la maison. Donc, comme quoi. Ah. Mais ouais. Alors, je l'ai pas celui-là. Donc, comment ça se fait ce message-là, moi, je l'ai pas. On a un petit décalage.
Si, Régulière Dieu tout à l'heure, quand il disait je vous regarde régulièrement malgré mon absence de produits Apple à la maison. C'est moi en fait, hein. Je lisais Univers Mac. Ah d'accord. À l'époque, voilà. D'accord. Il y a 20 ans, je lisais Univers Mac, j'avais pas de Mac, mais je lisais Univers Mac quand même. Alors, question de Jean-Claude Devine, alias Vinel sur Twitter, qui nous demande c'est quoi eSIM sur l'iPhone. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est l'électronique SIM, I avec un E. Le SIM. En fait, c'est l'union SIM en majuscule. Ouais. Je ne sais même pas si c'est très l'union d'ailleurs, je suis pas sûr. Donc c'est une électronique SIM, enfin donc c'est une carte SIM virtuelle en fait. Donc au lieu d'avoir une carte physique que vous mettez dans votre téléphone, c'est une carte en fait qui est activée par l'opérateur. Enfin, quand vous connectez avec l'opérateur, en fait, ça va activer la carte en fonction de votre d'abonnement que vous prenez. Et en fait, comme ça, vous pouvez avoir plein d'abonnements différents et basculer de l'un à l'autre à la volée sans avoir besoin de changer la carte physique dans le téléphone en fait. Voilà. J'espère que j'étais clair. Et donc, on a 2 abonnements qui cohabitent, en fait. Oui, pour reprendre le cri d'amour du crapaud, c'est exactement ça, en fait. Ils cohabitent et des proches, si tu les écoutes. Et oui. Donc, en fait, sur les iPhones, aujourd'hui, on peut avoir effectivement... Alors, contrairement... C'est le modèle chinois, lui, est un peu différent, parce qu'il a 2 ports physiques, il me semble, pour mettre 2 SIM différentes physiques. Mais en Europe, en fait, sur les iPhone 10R, non, sur les iPhone 10S, je crois. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, la XS, la dernière. Je crois que donc, voilà, tu as la possibilité d'avoir la carte SIM virtuelle en plus de ta carte SIM physique. Donc l'idée, c'est que vous pourriez avoir par exemple 2 abonnements pour 2 opérateurs différents, un abonnement personnel et un abonnement professionnel, même si je trouve ça un peu bizarre d'avoir le pro et le perso en même temps sur le même téléphone. Mais vous pourriez désactiver l'un et l'autre et avoir des informations différentes selon l'un et l'autre. On ne sait pas trop encore parce qu'on n'a pas encore vu vraiment la SIM virtuelle n'est pas encore active en tout cas en Europe. Ouais. Et Orange va être le premier opérateur en France à le proposer. Oui. Ouais. Et pour l'instant, le seul en tout cas. Ouais. Je remonte encore vos messages Twitter avec le hashtag iWeekTV. Frédéric Tesson qui nous dit Xavier Niel qui aime bien tacler ses concurrents. Orange lui a bien rendu la monnaie de sa pièce aujourd'hui. Après, pas de grandes nouveautés captivantes aussi du côté de chez Orange. C'est vrai, hein, c'était le sens de ma première question sur le fait de ce show qui a lieu tous les ans. Xavier Niel lance sa box premium tous les 8 ans. Donc, il y a forcément cette année où il se passe pas grand-chose, sinon rien. Oui, Orange, ils ont cherché à occuper le terrain. Voilà, Orange occupe le terrain, c'est donner un petit peu, se force en fait à venir tous les ans devant le grand public, devant les investisseurs, devant l'actionnaire, pour montrer qu'il se passe des choses. Alors c'est vrai que si on regarde, là, ça c'est le dossier de presse, vous voyez, du show Hello, voilà, il y a plein de pages avec plein de choses expliquées dedans. Mais je reviens sur ce que disait Stéphane Richard aussi. Faut créer des services utiles et que les gens vont vraiment adopter. Bon, est-ce que les gens vont vraiment adopter la clé PC en 5G qui va permettre, grâce à une clé 5G, d'avoir son PC n'importe où via le cloud? Peut-être. Après, c'est plutôt un usage, on va dire, PME, ça, je pense. La 5G, évidemment, en fait, c'est le gros sujet. Alors, ce sera vraiment d'actualité à partir dans un an. Je pense que le show Hello, ce sera d'actualité. Voilà, ce sera d'actualité dans un an, mais à type prototype, on dira. L'usage vraiment pour le grand public sera dans 2-3 ans, pas avant. Le temps que les constructeurs vraiment sortent en téléphone, que les réseaux surtout soient vraiment actifs. Ça va être c'est toujours le gros challenge. On parle de passer les réseaux en 5G alors que les réseaux 4G ne sont pas déployés à 100% du territoire. Donc c'est déjà aussi un autre problème. Mais par contre, les usages pourraient être sûrement très intéressants parce qu'il y a des zones où des fois, si on peut avoir un bon débit en 5G et que ça puisse limiter les problèmes là où la fibre n'ira pas, why not? Why not? Ouais. Alors on a eu droit à une petite démo tout à l'heure pendant le show Hello, puisque Orange ouvre un centre dédié à la 5G à Châtillon, près de Paris. Donc on a eu un test de retransmission vidéo en direct monté sur un drone, donc un émetteur 5G. Qui nous a envoyé en direct les images filmées par une caméra embarquée à bord du drone. On était en ultra haute définition à 50 mégabits seconde. L'image était nickel, il n'y avait rien à dire. Et donc le drone a décollé, on a eu comme ça 1 à 2 minutes d'image
streamer en fait en direct via la 5G en UHD 50 mégabits, ce qui est énorme. Personne ne sait faire 50 mégabits en réseau mobile aujourd'hui. Et c'est vrai que la 5G, ça promet de délivrer 10 fois le meilleur débit de la 4G. Donc, Oui, mais après, après, moi je suis toujours un peu suspect là-dessus et je me souviens d'une histoire, c'est au tout début de la 4G, quand tout le monde disait la 4G c'est génial, les premiers téléphones sont sortis, sauf qu'en fait la 4G consommait énormément d'énergie à l'époque sur le téléphone par rapport à ce que consommait la 3G. Et en fait, les téléphones, par exemple, tu mettais ton téléphone dans la voiture, et en fait, on se rendait compte que le téléphone consommait plus d'énergie que ce que la voiture pouvait recharger, par exemple. Donc tu partais quand même, tu faisais un trajet, tu avais moins d'énergie à arriver en ayant activé la 4G. Donc ça a des impacts en fait. Donc la consommation énergétique, tout ça, c'est aussi des choses qu'il va falloir voir avec le temps. Mais comme je dis, on est né au tout début. Là, pour le moment, on en parle. Voilà, c'est vraiment du papier pour le moment. On verra une fois que les réseaux sont vraiment en place. Et en fait, on va vraiment en parler d'ici 4-5 ans, je pense. Mais vraiment pour que ce soit vraiment en place et que ce soit vraiment efficace. Je crois pas que ça va être aussi La 4G, bon, hein. il a fallu quand même. La 4G, il a fallu bien 3 ans quand même après que ça a commencé pour que ça décolle. Mais après, ça dépendra aussi des offres. Est-ce que les opérateurs sont pas trop gourmands? C'est le risque aussi. Il y a plein de choses comme ça qui vont jouer. Ça va dépendre. Ouais, il y aura donc 4 villes expérimentales dès 2019, donc dès l'année prochaine, mais ce ne sera pas en début d'année. Hein. On a bien compris que les fréquences libérées par l'ARCEP, ce sera deuxième semestre, donc ce sera fin d'année prochaine. Ça veut dire que sans doute que les premiers abonnements seront vendus effectivement en 2020, mais pas avant. Mais bon, moi, voilà, j'ai hâte de tester parce que c'est vrai que notamment dans nos métiers avec nos besoins de diffusion, la 5G potentiellement c'est la solution à tous nos problèmes. Donc voilà. Disons que là on prévoit, alors après voilà, ce qu'ils disent c'est quand même du 490 mégabits par seconde et voire jusqu'à 1,4 gigabits par seconde. Sont les fréquences utilisées, donc ça peut être quand même vraiment pas mal. Ouais. Bon, clairement, après, ça posera la question d'ailleurs de la couverture qui sera peut-être plus intéressant que la fibre dans pas mal d'endroits, quoi. Oui, absolument. Ouais. Ah oui, non, je pense que la 5G doit, entre guillemets, remplacer dans plein de situations une connexion filaire sans problème. Après, il y aura la question du coût, de la limite en data des abonnements, parce que là, à 10 fois la vitesse de la 4G, les gigas, ils vont défiler. Hein. Donc, et que les cerveaux, ils vont pas devenir tout comme cloud aussi. Après, c'est ça. Problème. On peut être très problématique. Donc non, enfin voilà, il y a plein de questions qui vont se poser sur le déploiement des réseaux. Enfin, c'est des questions qu'on a déjà eues en fait avec la 4G, hein, ni plus ni moins, il y a 10 ans, et qui vont se reposer en fait avec la 5G. Et puis il y a une autre question quand même qu'on a soulevée avec Stéphane Richard. Ça concerne quand même le fait que Apple a même pas été dans entre guillemets dans l'appel d'offres pour leur enceinte connectée. Clairement, ils étaient hors jeu déjà sur le papier. Ça veut dire que ça se joue sans Apple. Est-ce qu'Apple signe pas entre guillemets l'arrêt de mort de ces technologies d'assistant vocal en n'étant pas sur ce type de coût? Non, je pense pas. En fait, après, je pense qu'Apple voit les choses de façon très différente. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les assistants vocaux sont partis plutôt sur une stratégie d'assistants sur des enceintes à très bas prix. Et Apple dit d'abord, nous, on fait une enceinte connectée avec du son, avec des capacités sonores bien meilleures que le reste, et puis un assistant vocal en plus. Alors, c'est pas pour dire que le HomePod est un produit parfait, loin de là. Moi, j'en ai un, je suis quand même plutôt content. Il commence à faire sa place petit à petit à la maison. Tout à l'heure, j'étais en train de cuisiner. C'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir dire, pensez à activer dans 10 minutes que je récupère mes pâtes pour les sortir de l'eau. Enfin, des choses comme ça. Et puis, balancer la musique qu'on veut. Enfin, avec l'Apple TV, c'est un couple qui marche plutôt bien, qui est assez sympa. Mais après, non, c'est pas un produit parfait parce qu'il est conçu pour un écosystème Apple. Et c'est vrai que si vous n'avez pas typiquement un Apple TV ou autre à côté, pour le brancher sur votre télé, ça servira à rien, donc c'est pas forcément toujours très intéressant. Apple fait les choses à sa sauce dans son écosystème et pense, il fait. Et après, ça passe ou ça casse. En fait, il y a des cas où ça passe pas. Mais ils ont été capables de changer de stratégie. Typiquement sur HomeKit, au tout début du HomeKit, on avait très peu d'appareils disponibles et c'était très compliqué pour avoir des appareils HomeKit. Ouais, mais c'est de plus en plus sur HomeKit.
C'est venu tard parce qu'en fait, ils avaient des exigences côté sécurité qui étaient très lourdes, et du coup, les autres constructeurs ont peut-être eu moins d'exigences de ce côté-là. Après, Apple, côté sécu, c'était plus attention que les autres. Et d'ailleurs, c'est un sujet que Stéphane Richard a abordé, et il a raison, hein, sur le problème de la sécurité en général, sur les appareils connectés, c'est un souci, enfin voilà, c'est un vrai souci. Donc, du coup, Apple a sa stratégie. Et puis, ils ont aussi un problème qui est de dire, nous, on veut pas que les données des utilisateurs quittent l'appareil. Donc, la recherche, en fait, l'intelligence se fait sur l'appareil. Google et Amazon, eux, ils s'en foutent. Hein. Voilà. Google et Amazon, ils disent non, nous, on s'en fout, on prend toutes les données, on agrège, on a des meilleurs résultats. Certes. Mais ça avait un coût qui est que les données utilisateurs sortent de l'appareil, et ça, c'est pas quelque chose qu'Apple souhaite faire. C'est de stratégie. Est-ce que celle de l'Apple sera la meilleure sur le long terme? On ne sait pas. C'est de stratégie. En tout cas, j'ai vraiment l'impression depuis 2 mois qu'Amazon engrange les succès et les ralliements. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais c'est sûr qu'Amazon, ils ont décidé qu'ils avaient un écosystème très ouvert, ils acceptent tout le monde, il n'y a pas de problème, et venez les gars, et puis on sera nombreux dans la bande, et puis on sera content. Maintenant, est-ce que c'est pas forcément une vraie stratégie, hein, loin de là, je pense qu'ils ont été malins, ils sont allés à fond, et l'ouverture, des fois, a du bon. Maintenant, là, se pose toujours la question, effectivement, de qu'est-ce qui se passe auprès de mes données, enfin, où est-ce qu'elles vont et comment elles sont exploitées derrière. Et Amazon fait ça quand même, pour après vous pousser à acheter toujours plus chez Amazon. Faut pas être plus leurré. Hein. Alors, je reprends la suite de vos messages. Il y a beaucoup de réactions, de commentaires sur le show Hello, l'interview de Stéphane Richard. Joël Perron nous dit les démos, référence au drone de ce matin, sont de plus en plus réussies. C'est joli, mais c'est moins drôle qu'à une époque où ça plantait presque à tous les coups. C'est vrai que le show de ce matin était tellement bien répété et calé que il y a eu aucune aspérité, tout a fonctionné parfaitement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur les images, on voyait Stéphane Richard sur scène devant ce très, très grand écran, et notamment il y avait une projection d'un appartement derrière lui. On avait vraiment l'impression dans la salle d'une profondeur, on avait vraiment l'impression d'un trompe-l'œil, presque d'un appartement en hologramme. C'était très très réaliste et franchement l'effet visuel était bluffant. Jean-Claude Devine nous dit à propos du réseau mobile, faisons d'abord bien la 4G avant de parler 5G prototype, surtout chez Free qui est loin à la traîne. Oui. Il a raison, enfin les réseaux, c'est tout à fait vrai. En fait, on parle de la 5G, mais on a des réseaux 4G qui ne sont pas complets. Donc à un moment, oui, peut-être se dire, c'est bien les gars, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, quoi. Enfin vraiment. Et plutôt que penser au futur, pensons déjà au présent. Aujourd'hui, c'est pas faux, loin de là. C'est une bonne question. Est-ce qu'il vaut mieux pas mettre ses efforts sur la nouvelle technologie qui va permettre à ceux qui vont en profiter de faire un boost énorme, ou de combler les derniers trous sur la technologie du passé? La question, c'est à quel coût ça va se faire. Et quel coût les opérateurs vont nous le faire encaisser, on va dire. Ouais. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, ils vont avoir des réseaux... Alors, après, les réseaux sont jamais perdus. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien imaginer demain qu'il y a un réseau 4G qui continue d'évoluer à son rythme, et puis le 5G qui va évoluer à son rythme aussi. Et typiquement, la 3G est toujours là, hein, elle n'est pas supprimée. Par contre, le réseau Edge... Honnêtement, quand on bascule en 3G, c'est un peu la fin du monde. On ne supporte plus. Ça dépend des cas. J'ai eu des cas... Alors, il y a un truc à savoir, je vous donne une petite astuce. Parfois, il vaut mieux une bonne 3G qu'une mauvaise 4G. Et ça, j'ai vécu chez un client en début d'année, où quand j'allais sur son site régulièrement, et c'était pas au milieu de la campagne, c'était à Issy-les-Moulineaux, en plus dans une zone professionnelle assez dense, voilà, des bâtiments professionnels de tous les côtés. Quand j'étais chez eux, j'étais sur mon réseau chez Bouygues, et en 4G, c'était vraiment catastrophique. Et à un moment, quelqu'un m'a dit, mais bascule en 3G, tu verras, ça ira mieux. Et effectivement, à partir du moment où je basculais en 3G, j'avais un réseau qui était beaucoup plus fluide que ce que j'avais en 4G. Donc des fois, il vaut mieux effectivement dire je bascule en 3G, quitte à effectivement avoir moins de mégas, avoir un réseau qui finalement est beaucoup plus fiable que ce que vous avez en 4G. Absolument. Bon, on va suivre évidemment tout ça. Les annonces de ce matin vont surtout déboucher premier trimestre 2019, notamment l'arrivée de cette enceinte connectée avec Amazon Alexa. Donc on suivra ça. C'est pas pour tout de suite. Il faudra passer les fêtes et se retrouver l'année prochaine après le CES de Las Vegas.
Un dernier petit truc par rapport au déploiement des antennes et des réseaux, etc. Le souci aujourd'hui, c'est que les opérateurs, ils sont pas forcément contre déployer plus d'antennes et plus de réseaux, mais il y a des mouvements des fois dans les populations qui disent, ok, on veut des réseaux, et on leur dit, ok, pas de problème, on met une antenne. Ah ben non, pas comme ça. Donc c'est un problème. C'est un problème, sachant que aujourd'hui, si vous voulez du réseau, il n'y a pas le choix, il faut une antenne. Et puis aujourd'hui, il n'y a quand même pas de cas avéré où la 4G ou la 3G a déclenché des cancers, des maladies graves, l'innocuité est quand même assez bien démontrée, je pense. Donc oui, vous pouvez dire j'ai besoin d'avoir du réseau. Dans ce cas-là, ne dites pas je veux pas d'antenne à côté de chez moi, quoi. Absolument. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce show Hello Orange. Je pense qu'on a été complet. C'était normal, après avoir consacré une émission, une soirée à Free la semaine dernière, de faire l'équivalent avec Orange. Aujourd'hui, c'était l'actu. C'est normal. On va revenir sur l'actu qui nous concerne plus, enfin encore plus, on va dire, dans iWeek, l'actu de l'écosystème Apple, avec Guillaume, quelques news qui marquent ce début de semaine. Et la guerre entre Qualcomm et Apple qui continue et qui s'étend à la Chine maintenant. Eh oui, elle est arrivée à pied par la Chine, effectivement. Fallait que je la fasse. Bien joué. Donc effectivement, qu'est-ce que tu veux, on se refait pas. Donc oui, effectivement, il y a eu un juge, il y a eu un jugement en Chine qui a déclaré le Qualcomm, donc qui est le concurrent d'Apple sur la partie composant des appareils. Alors ils ont eu gain de cause Qualcomm sur 2 brevets, mais c'est plutôt du brevet logiciel, genre défilement des fenêtres ou défilement des écrans, enfin un truc absolument abracadabrantesque, comme dirait l'autre. Et du coup, Apple, est obligé de normalement retirer les iPhones, alors du 6, 16 jusqu'au 10. C'est pas encore mis en application, hein. Mais c'est pas encore mis en application. Donc de toute façon, évidemment, il va encore avoir après là, ils ont fait évidemment appel contre la décision, et il y aura en fait évidemment des combats juridiques encore à venir. Et puis après, tout se réglera autour d'une histoire de gros sous et d'un gros chèque. Bien sûr, voilà. Mais je croyais que la hache de guerre était en voie d'enterrement entre les deux groupes. Bah non. Oui. Il y a encore quelques petits moyens de pression apparemment qui sont utilisés du côté de chez Qualcomm. Bah non, tu vois comme quoi. Non, mais bon, c'est de bonne guerre, quoi. Après, ça va continuer comme ça, et puis je pense que ça va continuer encore longtemps, quoi. C'est loin d'être fini. Bon, toujours à propos de la Chine, les iPhones produits en Chine, si j'ai bien compris, pourraient ne plus l'être. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, donc, il y a des décisions qui se passent au niveau du de la merveilleuse administration Trump pour décider des taxes qu'ils allaient imposer sur les appareils construits à l'étranger, taxes qui pourraient être au départ de 10%, ce que Apple pouvait à peu près encaisser. Mais par contre, à partir du moment où ils disent « Ah bah, en fait, ça sera peut-être 25%, là, ça devient beaucoup plus compliqué. » Donc, du coup, Apple envisagerait peut-être, ils sont en train de décider, enfin, ils vont pas décider, c'est loin d'être décidé, mais ils se posent la question de savoir comment ils pourraient faire, sachant que Tim Cook lui-même avait dit, grosso modo, envisager de pouvoir refaire un appareil comme l'iPhone aux États-Unis avec la masse salariale disponible, avec comme le fait aujourd'hui la Chine, ce serait très très compliqué, très clairement. Ouais. Puisqu'en fait, ils pourraient très difficilement avoir la même force de frappe en fait, en termes de main d'œuvre que ce que pourrait avoir la Chine, aujourd'hui, quoi. Et les coûts, ça pas forcément les mêmes. Hein. Ça semble invraisemblable, mais... Oui, alors après, c'est comme... Mais après, je dirais, tout ce qu'a fait le gouvernement Trump depuis un an semble invraisemblable. Donc, un peu plus, un peu moins. Est-ce qu'on est allé ça près ? Ouais, bon. En tout cas, il y a quelque chose qui marche très très bien. C'est la fonction ECG, l'électrocardiogramme sur l'Apple Watch série 4. Tout à fait. Des vies sauvées déjà ? Alors ça c'est une histoire assez incroyable puisqu'en fait il y a eu un Américain qui a décidé, qui a fait la mise à jour. Alors je vous rappelle que la mise à jour en Europe, en France en tout cas, ne permet pas aujourd'hui, c'est qu'aux États-Unis la dernière mise à jour de WatchOS sur l'Apple Watch 4 permet donc d'activer la fonction de l'électrocardiogramme. On n'en a pas encore en Europe pour des raisons légales et ça viendra peut-être plus rapidement j'espère assez rapidement. Et donc il y a quelqu'un qui teste qui met à jour sa montre et qui teste la fonctionnalité. Et là, la Watch lui dit il y a un problème de fibrillation auriculaire, donc un problème cardiaque.
Et là, il dit, ouais, c'est n'importe quoi. Il restait le test plusieurs fois. Il fait, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Apple, ils fournissent un truc buggé, c'est incroyable. Et puis, il teste sur son épouse. Et là, son épouse, eh ben, la watch, elle dit, non, non, tout va bien. Ah. Là, il se dit, tiens, c'est quand même curieux. Alors, il se dit, bon, ouais, j'ai quand même allé aux urgences, on sait jamais. Et là, en fait, aux urgences, il a un électrocardiogramme. Effectivement, son cœur battait bien de manière irrégulière. Donc, il y avait vraiment un problème. Et ce qui est assez étonnant, voilà, le docteur lui a dit, vous devriez acheter des actions chez Apple, ça vous a probablement sauvé la vie. C'est assez drôle. Et surtout, en fait, ce qu'il disait, il pensait quand même pas que... Voilà, il pensait qu'il allait y avoir des cas dans les semaines suivantes, mais pas le jour même, en fait, de médecin. Donc, la fonction électrocardiogramme, apparemment, voilà, cette fonction, en fait, aujourd'hui, montre son intérêt, clairement, dès sa sortie. Donc, ça, c'est assez incroyable. Assez incroyable, effectivement. En France, donc, il faut encore qu'on attende pour pouvoir en bénéficier. Validation. En revanche, oui. on peut bénéficier d'une mesure du rythme cardiaque un peu améliorée, oui. C'est ça. En fait, en utilisant la fonction, quand vous faites un électrocardiogramme, enfin, pas un électrocardiogramme, mais si vous prenez juste les battements de cœur, en fait, l'analyse des battements peut se faire en appuyant. Quand vous faites l'analyse des battements, vous appuyez tout de suite sur le bouton, sur la couronne digitale ici, ouais. Et vous laissez appuyer. En fait, là, la montre va faire l'analyse de façon plus fine, en fait, que juste par les capteurs de base. Bon, c'est plutôt intéressant. Alors, une nouvelle qui, toi, t'enchante et plus encore. Ça concerne Office. Oui. Le mode sombre et l'appareil photo. Oui, voilà. Puis, le mode sombre. Oui, donc Office adopte le mode sombre de Mojave. Mojave, Morve, comme vous voulez. Ouais. Mojave. Et donc, le mode sombre est intégré dans toutes les applications d'Office, a priori de façon plus ou moins bien. J'ai pas eu le temps tellement de tester. Puis, alors très honnêtement, je suis pas fan du mode sombre. J'ai essayé, je suis revenu assez vite en arrière. Je suis assez traditionnaliste finalement. Et par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une fonction de continuité, la fonction continuité de macOS et d'iOS qui est intégrée. Donc vous faites un clic droit dans un document PowerPoint et vous voulez dire faire une photo depuis l'iPhone, donc faire un scan de document ou un scan de photo, enfin faire une photo depuis l'iPhone. Donc là, à ce moment-là, vous avez votre appareil photo qui s'active sur votre iPhone, vous faites votre photo, vous faites valider, et la photo est transférée dans le logiciel. Ça marche d'ailleurs avec les applications Pages, Keynote, Numbers aujourd'hui, mais bon, ça c'est cool que Microsoft l'ait adopté assez vite. Non, c'est vraiment bien qu'il l'ait adopté très vite. J'attends juste de Microsoft qu'un jour ils adoptent enfin les fonctions d'enregistrement automatique de macOS. Alors, ils le gèrent avec OneDrive, mais pas si vous enregistrez vos documents sur le bureau, ça marche pas par exemple, donc c'est un peu dommage. Mais ils font des gros efforts et il faut souligner quand même les progrès énormes que Microsoft fait dans le développement de ses logiciels depuis quelques années pour le Mac, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Absolument. On aurait pu en parler tout à l'heure, mais on va en parler maintenant. On en a dit un petit mot, on l'a évoqué, c'est Xavier Niel qui tient compte des critiques après le lancement de la Freebox Delta et qui va donc mettre un peu d'eau dans son vin. Et je tiens à faire un coucou à mon copain Caféine, Arnaud Chaudron, qui sur son site Geekzone a fait un long papier explicatif sur sur tout ce qui a été annoncé par Free la semaine passée. Ouais. Et Xavier Niel lui a envoyé un petit message pour lui dire est-ce qu'on peut discuter, et en fait pour lui dire grosso modo on vous a lu et on a bien tenu compte de vos critiques. Et donc sur l'univers Freebox, donc il y a une petite interview aujourd'hui de Xavier Niel qui explique donc les modifications qu'ils ont fait. Donc typiquement le contrat en fait qui avait été imposé en fait sur la partie sécurité n'est plus obligatoire, tout comme le disque dur en fait d'un Tera. Donc vous pouvez ne pas les payer si vous avez envie. Ils ont aménagé. On récupère combien sur le prix de la box si on les prend pas? Alors je crois que c'est 5 euros, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus les tarifs exacts, mais bon, on pourrait chercher. Donc on peut gagner un petit peu plus. Frais de migration, donc alors avant c'était les abonnés de plus de 8 ans ne payaient pas les frais de migration. Là ils ont redescendu à 5 ans. Voilà. Ouais. Et si vous déménagez votre ligne, ça compte pas comme une réinitialisation de contrat, donc c'est quand même tenu, c'est vraiment 5 ans pour que vous êtes chez Free. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Oui, parce que ceux qui étaient abonnés depuis un peu plus de 5 ans, 6 ans et demi, etc., voilà. Et l'avaient vraiment mauvaise de devoir payer les frais de migration. Tout à fait. Donc en fait, il y a des petits ajustements tarifaires qui sont faits, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et puis l'offre elle est un peu plus souple. Après, moi je regrette que ce soit quand même plutôt plein d'options de tous les côtés, alors que Free avant avait une offre unique très simple à comprendre, là ça devient encore plus éclaté qu'avant. Mais ils tiennent rapidement. Ce qui n'était pas l'objectif, je pense. Ouais, voilà, mais bon, enfin en tout cas ils tiennent compte des critiques, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis a priori ils travaillent pour intégrer le format Dolby Atmos dans le free player, enfin, le player free de Vialette. Ouais, ça c'est plutôt une bonne chose. On l'avait évoqué aussi la semaine dernière. Et puis apparemment la Freebox la prochaine.
Alors ce sera peut-être pas la premium, mais une nouvelle Freebox dans la gamme devrait arriver d'ici 2-3 ans. C'est ça. En fait, là, on ne sait pas plus que ça. Hein. C'est ce qu'ils annoncent, mais voilà. Et surtout du nouveau pour Free Mobile en 2019. À voir ce qu'ils annoncent. Voilà. Donc, ah oui, pour l'opérateur mobile. Ok. Il nous reste 2 minutes, Guillaume. Donc, on a deux infos. D'abord, c'est l'arrivée de la banque Casino bientôt sur Apple Pay. Voilà. Alors, bientôt, on ne sait pas si c'est un mois ou dans 6 mois, parce que par exemple, il y a Revolut. Qui est une banque en ligne qui, elle, est censée être là depuis des mois et qui est toujours pas, donc on sait pas ce que vous faites, les gars. Même Morning aussi, qui elle attend depuis plus d'1 an. Donc bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, Banque Casino, c'est bien. Maintenant, Crédit Mutuel, c'est quand vous voulez, les gars, je vous attends. Oui, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé aussi avec toi. Google Pay qui se lance aussi, là pour le coup, c'est en catimini. Ah bah là, pour le coup, ils ont quasiment personne. En fait, ils ont que des opérateurs virtuels. Donc des banques virtuelles, hein, mais pas des banques physiques, et les grands opérateurs sont pas là du tout en fait. Hein. Il y a Boursorama Bank, Revolut et N26, et puis Lydia, Boon et Edenred pour les tickets restaurants. Donc c'est très très limité par rapport à l'offre Apple Pay en fait aujourd'hui. En 20 secondes, Google+, ça va fermer encore plus tôt que prévu. C'est bon de rire parfois. Bon, les 3 utilisateurs sont sous le choc. Ça devait être au mois d'août 2019, voilà. Ce sera en fait en avril. Voilà. Et en fait, il y a une grosse faille de sécurité. Ils ont encore plein de données, 50 millions d'utilisateurs encore qui sont barrés, je crois. Donc du coup, c'est fini pour Google+. Le petit ange parti trop tôt, on ne te regrettera pas vraiment. C'est ça. Et puis allez, en 30 secondes, si vous jouez en ligne, vous connaissez forcément Steam. Et voilà, le concurrent, c'est l'Epic Games Store. Voilà, et Epic qui s'est fait des machins en or depuis des mois avec Fortnite, et qui est connu pour développer son fameux moteur de jeu. Voilà, et en fait, ils ont décidé de faire feu de tout bois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils imposent, surtout leur commission demandée est beaucoup moins élevée que chez les concurrents, puisque Steam c'est 30% comme l'App Store, et là c'est 12%. Donc ça c'est plutôt bien, et ça va faire venir, je pense, rapidement pas mal de jeux. Super. Merci Guillaume, merci à tous. On se retrouve mercredi prochain 20h pour un nouveau numéro d'iWeek. Salut à tous et bonne soirée. Ciao. Salut.